Achille, le plus grand héros grec. Il était une fois, dans un royaume bordé par les vagues de la mer Égée, un roi et une reine. Le roi s'appelait Pélée. Il régnait sur la Thessalie, une contrée montagneuse de Grèce, couverte d'oliviers qui poussaient paisiblement au soleil. La reine, quant à elle, s'appelait Thétis, et c'était la fille du roi des océans. Un jour, Thétis mit au monde un garçon. Un petit garçon aux yeux brillants, aux cheveux blonds et aux cris aussi forts que ceux d'un ouragan. On l'appela Achille. Dès sa naissance, Thétis sut que cet enfant ne serait pas comme les autres. Elle sentait qu'Achille, en grandissant, deviendrait un héros. Un grand héros. Mais, hélas, les héros attirent les dangers autant que la gloire. Et cela remplissait son cœur de mère d'inquiétude. Alors, une nuit, n'y tenant plus, elle décida de tout faire pour protéger son fils. Elle saisit le bébé Achille dans son berceau d'osier et partit dans la campagne, serpentant entre les roches et les oliviers. Elle marcha longtemps, tenant son fils tout contre elle. Et bientôt, elle arriva à la porte du royaume des morts. Tout autour du royaume des morts coulait un fleuve, le Styx. C'est lui qui séparait le monde des vivants de celui des morts. C'était un fleuve sacré, et la seule évocation de son nom suffisait à faire frissonner le plus courageux des hommes. Mais on disait aussi que quiconque était assez courageux pour se baigner dans ce fleuve et assez fort pour en sortir vivant deviendrait invincible. Alors, sans trembler, Thétis plongea son bébé dans l'eau noire et glacée du Styx. Elle le saisit par le talon et le trempa la tête la première jusqu'à l'immerger complètement. Tout le corps d'Achille fut baigné de l'eau magique et devint dur comme de l'acier. Tout son corps, sauf le talon, par lequel le tenait sa mère, et qui, lui, resta à tout jamais tendre et fragile comme le talon d'un nouveau-né. Thétis rentra au palais, replaça Achille dans son berceau et le temps passa. De longues années s'écoulèrent. Achille devint un jeune homme fort, rapide, courageux, plus courageux que n'importe quel autre. Il courait plus vite que les chevreuils, frappait plus fort que les ours et apprenait avec l'intelligence d'un vieux sage. Ce n'était pas seulement un guerrier, c'était un chef, né pour guider, pour protéger, pour briller. Mais les jours de paix ne durent jamais éternellement. Un matin, une sombre nouvelle arriva au palais. La princesse Hélène, la plus belle femme de toute la Grèce, avait été enlevée par un prince de la grande cité de Troie. Toute la Grèce décida de s'allier contre Troie. Les rois se rassemblèrent, les soldats furent appelés. Des milliers d'hommes se préparèrent à traverser la mer pour aller faire la guerre à Troie et ramener Hélène. Mais un oracle, un message venu des dieux eux-mêmes se fit entendre. Il disait « Les Grecs ne gagneront la guerre de Troie que si Achille combat à leur côté. » Quand Thétis entendit ces mots, son cœur se serra. Elle avait tout fait pour protéger son fils. Elle l'avait rendu presque invincible en le plongeant dans le Styx. Et voilà que la guerre venait le chercher. Alors, elle prit qu'une décision. Une idée un peu étrange, mais qui germa dans le cœur de cette mère qui voulait protéger son fils. Elle allait le cacher. Elle emmena Achille sur une île lointaine, chez un roi nommé Lycomède. Là, au milieu d'un palais rempli de rires et de musique, vivaient les filles du roi. Et c'est parmi elles qu'Achille allait se cacher. Achille mit une robe. Il coiffa soigneusement ses cheveux dorés
et apprit à broder avec les filles du roi. On le présentait comme une jeune demoiselle venue de loin, et Achille se pliait à cette comédie. Il aimait bien trop sa mère pour oser lui désobéir. Et pourtant, dans son cœur, la guerre l'appelait. Depuis toujours, il s'était entraîné pour devenir un soldat et le meilleur d'entre tous. Et le voilà qui brodait dans un palais pendant que toute la Grèce était à sa recherche. Thétis, elle, priait pour que le temps passe, pour que la guerre se termine sans son fils. Et les mois passèrent. Oui, mais voilà. L'arrivée d'une nouvelle venue parmi les filles du roi Lycomède n'était pas passée inaperçue. Et si presque personne ne faisait le rapprochement avec la disparition d'Achille, il était pourtant un roi que cette coïncidence troublait. Il s'agissait d'Ulysse, le roi d'Ithaque. Ulysse, entendant la nouvelle de cette soi-disant nouvelle fille du roi Lycomède, se dit que ce pouvait être Achille. Mais comment le confondre? Comment l'identifier au milieu de toutes les filles du roi? Ulysse était rusé, et il mit au point un piège qui forcerait Achille à se dévoiler. Il se rendit au palais du roi Lycomède, avec un coffre rempli de cadeaux pour ses filles. Il y avait là des colliers brillants, des tissus doux, des bracelets d'or, des robes ouvragées, et, au milieu de tout cela, une épée. Une épée magnifique, qui, à coup sûr, attirait l'œil d'un vrai guerrier. Quand Ulysse déposa le contenu du coffre aux pieds des filles, celles-ci se précipitèrent vers les bijoux, les robes, les tissus. Mais une d'entre elles, au milieu des colliers et des perles, se saisit de l'épée. Elle la retira de son fourreau, admira le fil de la lame et la fit tournoyer en l'air avec une aisance déconcertante. Achille s'était trahi. Ulysse sourit. Il venait de retrouver celui que l'oracle avait désigné et que toute la Grèce attendait. Ainsi découvert, Achille ne résista plus. Il fit ses adieux à sa mère et rejoignit l'armée du roi Agamemnon, l'homme qui commandait les forces grecques. Il embarqua avec des milliers de soldats sur des bateaux et ils voguèrent vers Troie, la cité ennemie. Là, sous les remparts de la ville, commença la guerre la plus longue que la Grèce ait jamais connue. Chaque jour, les Grecs partaient à l'assaut de la ville de Troie, et chaque jour, Troie repoussait ses assauts. Au milieu de tous ces combats, Achille se fit une place comme nul autre. Il était partout, menant ses hommes comme un vrai chef, donnant l'exemple, premier au front, dernier à se replier. Et bientôt se regroupèrent autour de lui une troupe de guerriers choisis parmi les meilleurs, les Myrmidons. Chaque jour, il combattait aux portes de Troie, remportant des victoires éclatantes. Mais Troie résistait. Cette grande cité aux murailles hautes comme des montagnes tenait bon. Encore et toujours. Les Grecs campaient sur la plage depuis des mois. Leurs tentes se dressaient comme des collines blanches au bord de la mer. Leurs boucliers brillaient sous le soleil et leurs chevaux s'agitaient, impatients de galoper vers la bataille. Et, au centre de tout cela, comme une étoile au milieu de la nuit, il y avait Achille. Personne ne combattait comme lui. On disait que lorsqu'il entrait sur le champ de bataille, les Troyens tremblaient et que même les plus braves cherchaient un moyen de fuir sa colère. Avec les Myrmidons à ses côtés, ses fidèles soldats, Achille gagnait combat après combat. Et, parfois, dans le camp, le soir au coin du feu, la rumeur disait que Troie tomberait bientôt. Oui, mais voilà, même parmi les héros, surtout parmi les héros, l'orgueil peut semer le chaos. Un jour, après une bataille remportée brillamment par Achille et ses Myrmidons, les Grecs trouvèrent un vase précieux dans un coffre appartenant aux Troyens. C'était un objet magnifique, finement sculpté, serti de pierres, et, plus important encore, rempli de pièces d'or. Achille, qui menait la troupe, voulut garder le trésor
et le partager entre ses myrmidons. Mais Agamemnon, le roi qui commandait toute l'armée grecque, proclama que ce trésor revenait à l'armée. Chacun dans ce camp se bat de toutes ses forces depuis des mois. Ce vase et son contenu doivent être partagés entre tous, dit-il en s'emparant de l'objet. Une querelle entre les deux hommes éclata. Et, même si Achille était le plus grand, le plus important des héros de l'armée grecque, il avait face à lui le roi qui avait levé cette même armée et qui la commandait. Il ne pouvait être de taille, et il se retira. Mais il ne parvenait pas à digérer la décision du roi Agamemnon. Il quitta le champ de bataille et annonça que désormais, il ne combattrait plus. Sans lui, la guerre prit un autre visage. Les Grecs perdaient de nombreuses batailles. Les fameux Myrmidons n'étaient plus aussi impériaux qu'ils l'avaient été. Et les Troyens, menés par le valeureux Hector, regagnèrent du terrain. Bientôt, les Grecs virent l'instant où ils allaient être défaits et jetés à la mer. Alors, parmi les Grecs, un jeune homme aux boucles brunes et au regard franc décida d'agir. Il s'agissait de Patrocle. Patrocle était l'un des meilleurs amis d'Achille. Ils avaient grandi ensemble, appris à se battre côte à côte. Et, si Patrocle comprenait la douleur d'Achille, il voyait aussi la souffrance des soldats grecs. Un matin, il entra dans la tente d'Achille et lui vola son armure. Il la revêtit et partit au combat, menant l'armée grecque et la troupe des Myrmidons comme Achille l'aurait fait. Tout le monde crut que leur héros était de retour. Les Myrmidons se battirent comme jamais. Les Troyens prirent peur et refluèrent. Mais Patrocle, grisé par la victoire, alla tant au loin. Il poursuivit les ennemis, galopa vers la ville, franchit les lignes de défense. Il voulait terminer cette guerre, obtenir une victoire décisive et enfin prendre la ville de Troie. Mais le prince Hector, qui défendait les remparts de Troie, le vit ainsi de plus près. Et il remarqua un détail. Un petit détail que Patrocle avait oublié et qui allait lui être fatal. Son cheval. Dans la précipitation, Patrocle avait pris son cheval et non celui d'Achille. Hector, voyant cela, comprit immédiatement que ce n'était pas Achille qui guidait l'armée. Alors, il fit quelque chose d'impensable, quelque chose qu'il n'aurait jamais osé contre le vrai Achille. Il le défia en duel. Ils s'affrontèrent sur le sable, au pied des remparts de Troie. Patrocle et Hercule croisèrent le fer au milieu des cris et de la poussière. Le combat fut rude, le sol tremblait sous leurs pas. Mais Hector était plus fort, et Patrocle tomba. Quand la nouvelle de la mort de Patrocle parvint jusqu'à la tente d'Achille, le silence se fit. Un silence plus lourd que toutes les batailles du monde. Achille ne cria pas. Il ne pleura pas. Il resta prostré, longtemps, comme une statue d'ombre. Puis, lentement, il remit son armure. Il marcha jusqu'au pied des murailles, leva les yeux vers la cité de Troie, et sa voix résonna comme un tambour. « Hector, je te défie. Je viens venger la mort de Patrocle. » Ce fut le plus grand duel de la guerre. Deux héros, deux âmes fières se rencontrèrent sous les remparts de Troie. Le ciel sembla retenir son souffle, et même les dieux, dit-on, détournèrent les yeux un instant. Le combat dura longtemps. Les épées claquaient, les boucliers ployés. Mais Achille, porté par la douleur de la perte de son ami, ne faiblissait pas. Et enfin, d'un geste précis, il terrassa Hector, et le héros troyen tomba dans le sable brûlé par le soleil. Achille rendit le corps d'Hector à son père, s'en retourna au camp grec, et la guerre continua. Toujours aussi longue,
toujours aussi incertaine et plus rude que jamais. Mais au sein de la ville de Troie, une personne, plus que les autres, souffrait de cette guerre. Il s'agissait de Paris, le frère d'Hector, qui depuis des mois portait le deuil de son frère. Ce n'était pas un grand guerrier, et il n'avait pas été envoyé en première ligne. Mais il savait tirer à l'arc comme peu d'hommes. Tous les jours, il s'entraînait durement, et chaque fois qu'il voyait Achille approcher des remparts, son cœur se serrait. Il voulait venger la mort de son frère, et, s'il n'avait pas sa force, il possédait une patience et une habileté à nul autre pareil. Un matin, alors qu'Achille menait un assaut avec ses hommes contre les remparts de Troie, il approcha un peu plus qu'à son habitude. Paris attendait cette occasion depuis des semaines. Il se plaça en position de tir sur une tour adjacente, prit sa flèche la plus affûtée et tira. La flèche vola, fine et rapide comme une étoile filante. Elle ne visait pas le cœur d'Achille, pas sa tête non plus. Elle visait ce point, ce tout petit point, oublié de tous depuis bien longtemps, son talon. Alors, au milieu du tumulte et des cris, Achille tomba. Le plus grand héros grec, celui qu'aucune lame ne pouvait blesser, avait été atteint à l'unique endroit vulnérable de son corps. Un silence de mort tomba sur le champ de bataille. Grecs et Troyens posèrent les armes un instant. Achille était mort. Le plus grand héros que le monde ait jamais porté s'était éteint. Il fut pleuré et reçut des funérailles grandioses. Achille avait accompli son destin. Il était devenu un héros, le plus grand des héros. Son histoire traversa les âges, racontée dans les temples, les maisons, les livres et les rêves. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de te la raconter. Quant à la guerre de Troie, elle ne s'arrête pas là. Bien des aventures eurent lieu à l'ombre de ces murailles. Mais ça, c'est une autre histoire.